Bonsoir à tous, c'est votre émission MB Débat qui reçoit aujourd'hui deux personnes, en la personne de, excusez-moi pour la tautologie, deux personnes en la personne de M. Odoudou Menga qui est analyste politique. Bonsoir M. Odoudou. Bonsoir Madame Marlène, je ne suis pas non seulement analyste politique, mais je suis aussi membre de la Centre pour la République de Moïse Katumbi et président de la Ligue de la dynamique, allais-je dire, dynamique des jeunes patriotes katumbistes, dont je suis le coordonnateur. D'accord, merci beaucoup. Et suivi de M. Joe Maele, qui est secrétaire général. M. Joe, vous pouvez me compléter quand même. Bonsoir Madame. Aver. Voilà. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Madame. Et comme la présentation a été partielle, nous allons aussi ajouter quelques grains là sur ce que nous sommes. Nous sommes aussi politologues de formation, surtout il faudrait mettre une attention particulière à cette fonction. Et nous sommes en train de saluer toutes les personnes qui nous suivent et juste de passer un petit message pour dire à la population congolaise que notre parti Alliance des valeurs républicaines, avec un sigle, organise une très grande manifestation politique. Cela sera pour vendre les samedis 23 et nous appelons toutes les personnes, de gauche ou de droite, à venir écouter parce qu'il y a de très bonnes choses là. En tout cas, ça serait sur une des trois. Donc, sur renseignement, en tout cas, merci. D'accord, merci pour ces messages. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder trois sujets. Et il s'agit là de la grève des enseignants. On va parler de l'efficacité de la gratuité. Nous allons revenir avec l'état des sièges aujourd'hui. Il y a eu insécurité qui continue à battre plein dans le province que vous connaissez, Béni, Ituri et les autres, Maniema aussi. Et nous allons également parler de l'entérinement de M. Denis Kadima qui continue à faire écho et rage dans notre société. Et bien voilà, il y a une horde d'élèves, il faut les dire quand même, qui a squatté le jeudi l'Assemblée nationale, simplement pour revendiquer leurs droits par rapport aux grèves des enseignants dans cette période où le ministre les a rassurés que bel et bien la rentrée était déjà en marche. Mais malheureusement, du côté des écoles publiques, il y a toujours grève qui continue. Et les enseignants ont dit non, ils ne vont pas en tout cas retourner enseigner les enfants ou les élèves dans les écoles publiques. Alors, doit-on dire que la gratuité est un échec ou une illusion? Monsieur Odoudou Menga. Merci Madame Charlène pour la question. Marlène, allais-je dire, merci pour la question. J'aimerais dire à l'opinion publique qui nous écoute à ce moment que la gratuité d'enseignement en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose, mais la façon dont le gouvernement, dont on pensait que ça allait nous amener une gratuité dont la population attendait, la façon dont il amène les choses ne fait pas voir que ça rencontre l'assentiment des peuples congolais. Parce que d'aucuns ignorent que hier, les enfants sont descendus devant l'hémicycle du Parlement pour réclamer la reprise des cours. Donc, depuis la gratuité a commencé, il y a toujours soit des grèves, soit beaucoup de choses se passent. Alors là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y avait eu une préparation nette de cette gratuité? C'est là le problème. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, la gratuité, c'est une obligation qui est constitutionnelle. C'est reconnu par la constitution de notre pays. Mais cela doit être préparé. Mais au vu de ce qui se passe, on se rend compte que ça a été de manière précipitée, bien que c'est une chose appréciable. Mais cette chose appréciable doit être aussi préparée de manière à ce que les choses aillent de l'avant. Mais lorsque nous regardons comment les choses se réalisent, ça reste à déplorer. Alors dans ce cas, on doit d'emblée conclure que c'est un échec total. Pour moi, sans mâcher les mots, je dirais que la façon dont nous, la population, on attendait cette gratuité et la façon dont nous voyons ça se réalise, il faut vraiment mettre fin à ça. Il faut qu'on revienne à l'époque où les parents seuls payaient les frais pour les enfants. Parce que les parents qui ont envoyé leurs enfants dans des écoles publiques ont tout de suite déchanté cela. Oui, c'est ça. Et si vous regardez même la plupart des écoles publiques, vous allez se rendre compte que
sur l'année passée, sur par exemple 10 élèves qui étaient dans une salle de classe, c'est peut-être 2 qui restent. Parce que les parents se sont rendus compte que la façon dont les choses se passent au niveau des établissements publics, c'est différent de la manière dont ça se passe au niveau des écoles privées. Donc, dans les écoles privées, les choses se passent normalement. Là, il n'y a pas de problème parce que certains promoteurs des écoles obligent à ce que les parents payent les frais avant même de commencer les cours. Okay. Mais ici, dans les établissements publics, il faut qu'on paye d'abord aux enseignants pour que les enseignants commencent leur enseignement. Mais même la qualité de l'enseignement même la qualité aussi reste indésirée. Exactement. Donc il y a un problème qui se pose par rapport d'abord à la qualité de l'enseignement et aussi à la manière dont cela se réalise. Voilà pourquoi moi je dis que la gratuité telle que je l'ai dit, elle est en soi une bonne initiative, mais ça devrait être bien préparé pour qu'on ne tombe pas dans les choses que nous vivons à ce jour. Depuis qu'on a commencé cette gratuité, on tombe toujours soit des grèves, soit. Alors, il y a toujours des problèmes qui s'en suivent. Oui. Aujourd'hui, le ministre est allé jusque plus loin pour désactiver certaines écoles. Et j'ai même la liste de certaines écoles de Tcham ici avec moi. Donc c'est un comportement à déplorer. C'est un comportement à déplorer. Parce que madame, si vous regardez aujourd'hui où je vous parle. Vous permettez? Oui, si vous regardez à ce jour où je vous parle, à Tcham tout simplement, on a désactivé plus de 80 écoles. À Tcham. Oui, il y a un monsieur qui m'a appelé l'autre fois pour me confirmer cette information-là. Plus de 80 écoles désactivées à Tcham. Et si vous regardez combien d'élèves qui sont maintenant dans la rue, combien d'enseignants qui sont depuis le mois de juillet ne touchent pas leur salaire. Okay. Là, vous allez dire que cette gratuité était venue pour le bien-être de la population ou c'était venu pour mettre encore de l'huile dans le feu. Alors, moi, je demanderais à ce qu'on arrête d'abord ces phénomènes, les systèmes, parce que, je l'ai toujours dit, cette gratuité, c'est comme les slogans des peuples d'abord qu'on nous a amenés ici. Donc, si je lis très bien ce que vous venez de me donner, cette information, donc c'est l'école primaire Maman Makassi, Boyambi, Mawanga, ce sont des écoles que le ministre toutes ces écoles que vous voyez les listes là. Les professeurs sur la liste des pays, c'est ça? Oui, j'avais reçu la délégation des enseignants qui avaient déposé même la plainte devant les premiers ministres. Oui. Ils étaient même reçus chez les ministres, les premiers ministres pour la situation qui se passe dans ces écoles. Donc plus de 80 écoles à Tcham sont désactivées. Et ils ont même des arrêtés ministériels. Alors on se pose des questions. Comment une école peut avoir un arrêté, mais ici on dit qu'elle doit être désactivée parce qu'elle ne figure pas dans la liste des écoles reconnues pas par l'État. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le ministre attribue tout ça à une main noire derrière. C'est ça le problème. Les ministres, donc il y a des gens qui poussent les professeurs ou les enseignants arrivant. Oui, je me rends compte que les ministres n'ont pas mené des investigations réelles. Okay. Parce qu'avant de passer à la désactivation, il faut d'abord commencer par mener une politique sur les terrains. Se rendre compte de tous ceux qui ont des arrêtés là. Est-ce que ce sont des arrêtés faux ou des arrêtés vrais? Parce qu'il y a même des écoles de 1970, 1980 qui sont maintenant désactivées. Et les élèves ne savent où aller étudier à ce jour où je vous parle. Non, mais eux aussi, les parents ne sont pas payés depuis le mois de juillet jusqu'au mois où nous parlons. Les enseignants ne sont pas payés. Donc ils peinent alors. Ils peinent et puis je ne sais même pas, parce que ça me fait mal lorsque j'avais reçu cette délégation des professeurs, des enseignants, allais-je dire. Lorsque je les avais reçus, certains commençaient même à pleurer. Alors moi, je ne suis pas leur avocat jusque-là. Nous voyons d'abord les choses, comment ça se réalise. On avait saisi d'abord les chefs du gouvernement, qui est le premier ministre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le représenter? Vous êtes avocat, maître. Bon, moi j'aimerais à ce qu'on vienne me consulter comme d'habitude. Mais il y a certains déjà enseignants qui sont venus vers vous. Parce que je suis un analyste politique et parce que je suis
un grand analyste médiatique, c'est pour cela qu'ils sont venus me consulter. Mais à titre de défendre leurs intérêts, jusque-là, j'entends leur manière qu'ils viennent me saisir de manière officielle, que je sois leur avocat reconnu. Alors, c'est quoi leur cri d'alarme exactement leur cri d'alarme du ministre Denis Mwaba? Il faut que d'abord que le ministre de l'EPST revienne à la raison pour réactiver les écoles désactivées et d'aider les payer les salaires, les arriérés salariales depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour au mois d'octobre. Mais ça fait beaucoup quand même. Hein? Ils ne payent pas ces professeurs-là. Et ces professeurs ont même des enfants qui étudient, ont même des familles qu'ils nourrissent, mais faire 3-4 mois sans être payés, comprenez là où nous sommes. Mais également, ils réclament à ce que toutes ces écoles-là qui ont été faussement désactivées reviennent et puis pour faire à ce que les enfants puissent prendre le chemin de l'école. Non, mais il y a certains professeurs qui font des extramuros, comme on dit, dans des écoles privées, pour se retrouver quand même. Pourquoi eux ne les font pas aussi? Bon, madame, ça dépend d'une personne à une autre. Nous parlons ici de ce qui se passe dans les écoles. Restons seulement dans les écoles. Si quelqu'un fait d'autres business, là, c'est les engages qui est. Mais justement, ici, on sacrifie maintenant des écoles publiques. Mais c'est ça. C'est un sérieux problème. Il y a d'abord un sérieux problème de la part de l'État. Exactement. D'abord, l'État lui-même n'a pas des écoles ici, en République démocratique du Congo, dans la Sambre. L'État n'a pas des écoles. Alors, le peu d'écoles que l'État a, si vous faites une descente sur le terrain, vous allez vous rendre compte que dans une école qui contenait par exemple 100 élèves, vous allez vous rendre compte que c'est moins de 40 élèves dans cette école. Tous sont partis s'inscrire dans des écoles privées. Oui, parce qu'il n'y a pas eu un enseignement dont les parents attendaient. Il n'y a pas un enseignement que les parents devraient faire, devraient attendre d'une bonne formation de ces enfants. Bien évidemment, oui. Voilà pourquoi, alors, merci beaucoup. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les ministres de l'EPST reviennent à la raison pour que ces enseignants, ces élèves qui n'ont pas encore retrouvé leur chemin d'école puissent revenir à la raison, afin que ces gens puissent rentrer dans leur... Mais il faut dire aussi que les cris de détresse des élèves sont arrivés aux oreilles du président de la République qui pourrait peut-être faire... Et surtout qu'hier, tous on a vécu ça. Oui, exactement. Alors, monsieur Joe Maele, ces dérapages ici, doit-on continuer à clamer ou à vanter les bienfaits de la gratuité dans ces pays? Merci madame, parce que c'est une question qui est très pertinente en tout cas. Au fait, quand vous dites clamer, déjà, de ma nature, je ne pourrais pas clamer parce que je suis le résultat de l'éducation au sein de la République démocratique du Congo. Lorsque je suis en train de voir nos frères, nos sœurs dans la rue comme ça avec les uniformes, ça nous fait particulièrement mal et ça nous fait réfléchir. Vous pouvez hausser les tons, s'il vous plaît? Lorsque nous sommes en train de parler de la gratuité de l'enseignement, il faudrait pas rester superficiel. Il faudrait perforer un peu l'expression pour voir les couacs qui existent. Je sais que vous avez toujours de mots pour perforer les choses. Au fait, déjà dans cette expression gratuité de l'enseignement, il faudrait que je puisse toucher sur deux approches. Il y a l'approche qualitative et puis l'approche quantitative. Je viens dans l'approche quantitative. Déjà, au préalable, comme Maître avait dit, l'État congolais ne se retrouve sans instrument de travail. Déjà, il fallait réfléchir dessus. Parce que lorsqu'on veut enseigner, il faudra avoir des instruments de travail. Les instruments primordiaux de travail ici, c'est d'abord des infrastructures. L'État congolais n'a pas des infrastructures adéquates. Si vous regardez dans les statistiques, particulièrement dans la ville de province de Kinshasa ou ailleurs, ce sont les privés qui sont en train de dominer les secteurs éducationnels. Il y a les confessions religieuses, il y a les personnes privées et puis les anonymes qui dominent. Déjà, lorsque nous partons dans cette approche-là, nous verrons que la gratuité devrait avoir un problème parce que l'État ne maîtrise pas le monopole du secteur éducationnel. Lorsque l'État ne maîtrise pas le monopole du secteur éducationnel, il y aura un problème et les répercussions sont aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir. De deux, il devrait maîtriser ça comment? Ça c'est d'après toi, c'est ton point de vue. Non, mais comment maîtriser? S'il vous plaît, madame, lorsque je parle des infrastructures, aujourd'hui, circuler dans la ville province de Kinshasa, commencer à répertorier les écoles qui sont à 100%
à l'État congolais, il n'y a pas. Aujourd'hui, ce sont des privatisations ou des écoles à symbiose ou des écoles à contrat ou à charte. Vous n'avez pas entendu parler des écoles conventionnées catholiques, les écoles conventionnées privées. Déjà, il faudrait redéfinir les choses. Quand il y a une convention, ça signifie qu'il y a un contrat. Un contrat entre 2 personnes ou 3 personnes. Déjà, cette école-là n'est pas à 100% à l'État. Donc, ça signifie un contrat. Il faudrait commencer à redéfinir les choses. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un problème. Il y a les préalables n'ont pas été posés. Et lorsque les préalables ne sont pas posés, il y a un problème. Mais la gratuité est imposée également à ces écoles-là qui sont conventionnées. Madame, oui. Vous savez, lorsqu'on est en train de gérer la chose publique, on n'impose pas. Lorsqu'on gère la chose publique, il faudrait avoir 1001 stratégies pour faire passer les choses. On n'impose pas parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'État. Et dans ce qu'on appelle l'État, il y a des rouages, il y a des méthodologies, il y a une manière de faire les choses. Donc, on n'impose pas, madame. Et si je suis en train d'avancer encore, il y a un auteur qui définit l'État. Il dit l'État, c'est une entreprise politique à caractère institutionnel. Vous voyez, lorsque vous prenez la structure d'une entreprise, une entreprise, elle est hiérarchisée. Une entreprise, elle est coordonnée. Une entreprise, elle est stratifiée. Donc, lorsque nous entrons dans le domaine éducationnel, nous verrons que le domaine éducationnel en RDC est en train de taper à côté. Nous sommes en train de retrouver une cacophonie qui est en train de battre son plein. Nous sommes en train de retrouver l'imbroglio qui est à la fois théorique, qui est à la fois pratique, parce que lorsqu'on veut éliminer les écoles, lorsqu'on veut mettre de côté des écoles, il faudrait tout un processus. Nous sommes dans une entreprise. Je parle dans le concept des entreprises. Parce que dans les entreprises, il y a une ligne de conduite. Il y a une déontologie. C'est ça l'État. Et dans le domaine éducationnel, il faudrait une déontologie. Il faudrait une ligne de conduite. Et le ministre Tony Mwaba, ce n'est pas une personne qui est venue inventer l'éducation en République démocratique du Congo, mais c'est une personne qui est venue trouver. Et nous avons besoin qu'il apporte sa pierre à l'édifice parce que lui, il partira. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, si vous comptez les ministres de l'éducation, nous avons eu plusieurs ministres d'éducation. Donc, que M. Tony Mwaba sache. Mais nous voyons au moins l'effort qu'il est en train de fournir quand même dans ces secteurs-là. Madame, vous savez déjà, moi je n'aime pas louer les efforts des autorités parce que dans la conception de l'État, c'est quelque chose qui est normal. Il y a un contrat, bien sûr, madame. Au fait, les mâles, c'est quoi? Les mâles, c'est parce que la majorité des peuples congolais, nous sommes des ignorants. Nous ne connaissons pas la chose. Moi, je suis un initié de ce que je suis en train de dire. Il y a un contrat entre ceux-là qui sont en train de gérer et nous. Dans ce contrat-là, il est dit quoi? Il est dit que nous sommes en train de donner une portion de notre liberté. Et en retour, ces personnes-là doivent nous rendre dans tout ce qu'ils sont en train de faire. L'éducation, l'économie, les sociales. C'est un contrat. Donc aujourd'hui, si une personne, une autorité pose une action ou un acte qui va en faveur de la population, ce n'est pas quelque chose à louer. C'est quelque chose. Ça fait partie de leurs habitudes. Mais vous continuez à les voter toujours. Vous continuez à les voter. C'est un langage qui est pluraliste, madame. Quand vous dites que vous continuez à les voter, c'est un langage pluraliste et vous n'avez pas à catégoriser. Donc, il faudrait savoir aussi, nous sommes dans un pays où la culture politique, elle est paroissiale. Nous sommes dans un pays où la notion des élections est novice. Donc, épargnez-moi de ça. Vous avez voté, Joe. Oui. On ne doit pas revenir sur ça quand même. Oui. Vous avez voté, vous avez donné votre voix à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il se retrouve à l'hémicycle, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vous avez voté le président de la République. J'ai voté, ce qui est sûr. Oui. Ce qui est sûr, Ce sont les mêmes personnes qui nous déçoivent toujours, même quand on les vote à plusieurs reprises. Au fait, lorsque les mêmes personnes nous déçoivent, c'est parce qu'on a mal voté. On a mal voté. Parce que c'est comme vous êtes une femme. Si ce n'est pas indiscret. C'est comme vous êtes une femme, quand un homme t'approche, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est écouter ce que cet homme l'a dit, c'est écouter ses projets, c'est écouter son langage, sa manière d'être, son habillement, sa manière de se... Les filles responsables ne regardent pas l'homme, pas par rapport à sa manière de s'habiller, mais les potentiels qu'il a en lui. C'est ça une fille responsable. Ça, c'est connu, oui. Oui, non, ce n'est pas connu. Oh, bah si, voilà. Non, ça, ce n'est pas connu. Hein.
Tandis que les électeurs, particulièrement en RDC, regardent ce qu'ils voient à l'œil, ce qui tapent les polos, tout ça. Ils ne regardent pas la répercussion de ce que ces personnes vont aller faire dans les différents postes de gestion. C'est ce qui tue. Donc il faudrait qu'on puisse... Mais en tant que politique, vous nous amenez toujours de beaux discours. C'est ce qui séduit la population aussi. Au fait, moi, je parle de mon cas, je parle de mon parti politique. Nous, on n'a jamais amené des beaux discours. Nous, on amène ce qui est pratique. On fait et puis on vous dit, nous, on fait ça. Lorsque vous allez nous donner le pouvoir, on va avancer, on va faire ceci. Déjà, j'ai été contre beaucoup de choses. J'ai été contre la politique extravertie, des pouvoirs empruntés. J'ai été contre ça. Donc, j'ai été contre. Bien sûr, madame. Nous avons. En fait, vous êtes en train de m'écarter des. Non, mais ça fait partie du sujet. On ne sait jamais. Voilà. Vous allez peut-être postuler ou votre parti également. Bien sûr, il y a quelqu'un. Alors, on doit connaître la vision. Bien sûr, nous allons postuler parce que nous voulons renouveler la classe politique. Ce qui manquait à nos pères de l'indépendance, c'était cette dose intellectuelle que nous avons. Nos pères avaient la dose patriotique, mais pas la dose intellectuelle. Nous, aujourd'hui, on a la dose patriotique, on a la dose intellectuelle. Preuve du contraire, M. Joe Maïle ne sortira jamais à l'extérieur de l'RDC. Il va toujours œuvrer ici. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Les parents devant un dilemme. Alors, on continue avec cet aspect de la gratuité. Donc, j'étais en train de dire, cette manière de faire, c'était une manière obscure. Il faudrait refaire les choses. La meilleure des choses, il faudrait que le ministre Tony Mwaba soit coopératif. Pourquoi il devait être coopératif? Parce que les préalables, les fondements ont été mal posés. Ces personnes-là sont censées avoir leur argent. Ces personnes-là sont censées être traitées plutôt dans les bonnes conditions. Il y a un monsieur qui disait, il faudrait qu'on puisse renfermer les intervalles entre les masses salariales. Pourquoi entre les masses salariales? Un ministre qui a 10 000 $, un enseignant qui a 350 000 francs. Regardez l'écart qu'il y a. Mais si ces ministres-là aiment bien le Congo, si ces ministres-là aiment bien les autres, ils aiment bien l'éducation, on devrait renfermer. Donc, parmi les stratégies, parmi les pistes de solutions, il faudrait alourdir, apaiser les masses salariales pour que ceux qui sont au fond, que pas seulement les enseignants, les militaires, les fonctionnaires puissent avoir un salaire adéquat. Mais aujourd'hui, on aborde les sujets d'enseignants, en tout cas, on se penche de ces côtés-là, parce que ça fait mal. Oui, parce que c'est ça. Ce que les enseignants font, il y a une notion où on appelle ça les inputs. Les inputs, ce sont les différentes anomalies, les différentes demandes, les différentes exigences que les citoyens, une population introduit au sein des autorités afin que les autorités puissent les remédier. Dans un système politique qui est bien, on appelle ça une capacité responsive de l'État. Lorsque l'État est responsable, lorsqu'il y a des inputs pareils, il y a des outputs. L'État répond par une politique publique qui est adéquate. L'État répond par des solutions qui sont adéquates. Si on a un État qui serait fort, on devrait avoir une solution qui devrait remédier, pas une solution qui devrait faire mal. Tout ce qu'ils sont en train de proposer, ce sont des solutions qui sont en train de faire. Non, mais ils vont s'asseoir, M. Jean-Marc Kaboun, plutôt l'a dit, et les ministres également. Je vous ai dit, l'État c'est une entreprise. Oui. Dans l'entreprise, les sous-directeurs ne peuvent pas jouer le rôle du DG. Dans l'entreprise, les subalternes ne peuvent pas jouer le rôle du PCA. Tout est organisé. Oui, mais tout le monde doit mettre la main dans la page pour résoudre ce problème. Non, madame. Les enfants. Monsieur s'il vous plaît, madame. Vous êtes face, je vous ai dit, vous êtes face à un initié. Oui, je sais. Nous sommes dans la notion de l'État. Dans la notion de l'État, tout est stratifié. Pourquoi on partage le pouvoir? Pourquoi on ne prend pas les fonctions du gouvernement pour donner ça au Parlement? Parce qu'on s'est dit, chaque personne est un élément essentiel là où il est pour résoudre certaines situations. Donc c'est pourquoi on a créé la notion de l'État. Donc pour vous, M. Jean-Marc Kaboun ne pouvait pas s'en mêler de ces problèmes. C'est une autorité. Il s'est intervenu pour apaiser. Mais dans la logique, M. Jean-Marc Kaboun n'a pas son nez à fouiller là. Dans la logique, c'est M. Tony Mwaba. Dans la logique, c'est le Premier ministre parce que c'est lui qui est chef du gouvernement. Non plus le président de la République. Lorsque vous regardez les prérogatives du président de la République, vous verrez nulle part où on dit que lorsqu'il y a grève, lorsqu'il y a truc, que le président de la République puisse s'impliquer. Non, aujourd'hui, les gens sont en train de mal interpréter là où on dit garant de la nation, père, ceci, père, cela. Non, il faudrait remettre les choses
dans l'ordre. Monsieur Tony Mwamba, qu'il sache que l'éducation de nos enfants repose entre ses épaules. Madame, dans une nation, dans un État, lorsque l'éducation est foutue, nous aurons des mauvais gestionnaires. Si nous, on a eu la chance de bien s'exprimer 2-3 lignes dans la langue de Molière, c'est parce que nous avons eu des enseignants depuis l'école secondaire qui nous ont montré la voie. Nous sommes passés à l'université. Et avec beaucoup de volonté aussi, c'est pas comme les enseignants d'aujourd'hui. Non, madame, s'il vous plaît. Non, quand je parle des enseignants d'aujourd'hui, c'est par rapport à ces modiques salaires. S'il vous plaît. Ils perçoivent quand même. Ils sont fatigués, ces gens-là. La configuration antérieure dont nous avons bénéficié et la configuration actuelle n'est pas identique. La configuration antérieure, c'était une configuration où les parents prenaient en charge les enseignants. Et nous sommes passés dans les écoles catholiques. Dans les écoles catholiques, il y avait aussi une part que l'Église catholique faisait par rapport aux enseignants. Aujourd'hui, toutes les charges, l'État veut englober. Quand l'État veut englober toutes les charges, il faudrait qu'il soit capable financièrement d'englober ces charges-là. Or, à mon avis, il fallait au préalable, soit faire un partage. Pour l'instant, nous voulons peut-être donner une gratuité, mais que cette gratuité soit partielle. 50% pour les parents, 50% pour l'État. Et puis, on allait commencer à faire une évaluation annuellement. C'est de cette manière-là qu'on allait faire les choses en tout cas. Mais aujourd'hui, nous avons vu, la gratuité a été pour moi un élément qui est venu brusque. La gratuité a été quelque chose qui est venu spontanément, comme la génération spontanée. Et aujourd'hui, nous avons les répercussions. C'est pourquoi je lance un message fort au président Félix, que j'aime bien. J'ai dit, monsieur le président Félix, il faudrait vous entourer des théoriciens, il faudrait vous entourer des initiés à la matière, parce que si vous voulez que la vision du peuple d'abord s'accomplisse, si vous voulez que l'âme lui fait paix, Tshisekedi se repose en paix, il faudrait bien faire les choses comme lui le voulait. Donc on doit revoir la politique de la gratuité. Oui, il faudrait redéfinir la politique éducation. Madame, vous savez, hein, je veux vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, c'est alarmant. Vous parlez un bon français. Vous avez des choses à maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures? C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, je me dis une chose. Dans 20 ans, ce ne sera plus cette classe politique. Dans 20 ans, c'est M. Joe Mayele qui sera bien assis dans son fauteuil en train de gérer la chose publique. Et après 30 ans, 40 ans, M. Joe Mayele devrait léguer lui aussi à d'autres générations. Il faudrait que ceux qui sont en train de gérer puissent avoir une politique de prospection. Lorsqu'on est au sommet de l'État, on a une politique de prospection, on fera les choses bien. Aujourd'hui, c'est quoi l'héritage que nous sommes en train de léguer au Congo? Les Koulouna. Voilà, vous avez répondu. Les Koulouna, moi je veux entrer encore dans la quinoiserie, les Bombay. Ben voilà, la liste elle est tellement longue. Voilà si on commence à citer toutes les répercussions en fait. Pour atterrir, il y a cela 2 jours, j'étais vers Pompage, Kamunganga, j'ai sali toutes ces personnes-là. Je me suis dit là, c'est Tchangoubis. Les gens sortaient de partout, de gauche à droite. Mais je me suis dit, mais est-ce que ces autorités, ni des canalisations, ni l'urbanisation, les gens construisent comme ils veulent. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Monsieur Ngobila, Kingopeto. Non, s'il vous plaît. Monsieur Ngobila, Kingopeto, c'est seulement les boulevards. On n'est pas là. C'est seulement les jets d'eau qu'on a mis à côté des Moïse Mbi. Donc il faudrait bien faire les choses. Monsieur Odoudou, donc la réforme, c'est à tous les niveaux, il faut les dire. C'est pas seulement dans les systèmes éducatifs. C'est en tout cas partout. Alors la meilleure façon de détruire un pays, c'est de détruire l'éducation. Oui, la meilleure façon de détruire tout un pays, c'est commencer par détruire l'éducation. Exactement. Parce que sans l'éducation, comprenez comme vous venez de le dire ici, on aura seulement des Kouloun ou des comment on appelle ça, les Bombay. Les Bombay, ainsi de suite, les Ododes aussi, tout ça. Alors, j'aimerais d'abord rebondir un peu par rapport à ce que vous avez dit, que quand même le ministre Tony Mwamba est en train de fournir certains efforts. Bien sûr, ça ne disconvient pas. Mais maintenant, ce qui fait mal, c'est quoi? Tous les efforts-là que le ministre est en train de mener, qu'est-ce que ça apporte à la population? C'est ça le problème. Il mène des efforts, bien sûr, mais ces efforts-là portent un plus à la population, porte un plus à ses élèves, aux enseignants, ou ça détruit toujours? C'est là où je me pose la question. Voilà pourquoi je dis ici
que la gratuité à soi n'est pas mauvaise. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut maintenant commencer par préparer la chose que vous voulez aboutir à un résultat meilleur. Lorsque vous allez avec des choses de manière précipitée, voilà les conséquences. C'est ça. Comment les enseignants vont-ils payer leur loyer? Comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école? Il y a tellement de questions tout autour, hein, quand même. Et tu veux même soutenir un élément là très capital, comment les parents ou les élèves ou les enseignants pouvaient payer les loyers. J'ai même parmi la délégation de ces enseignants, un des enseignants qu'on a déguerpi pour n'avoir pas payé ses arriérés de loyer. J'ai même cet enseignant qui était venu. Mon Dieu m'a parlé. Mais c'est ça, comment voulez-vous qu'ils puissent transmettre de la matière à ces enfants-là pour un avenir meilleur? Voilà aussi un problème qui se pose et c'est ce qui va nous amener même de corruption à corruption. Un enseignant qui vit dans cet état des choses, dans la cavalière, vous allez lui demander de ne pas être corrompu. C'est ça. Non, il va se laisser au vu de la corruption. Et un enseignant qui verra par exemple, il touche 30 000 ou 300 000 francs congolais. Un élève lui amène 100 000 francs. Vous pensez qu'il va laisser les 100 000 francs là pour que l'élève n'ait même pas 10 points qu'il cherche par exemple. Donc, si l'enseignant est d'abord mal payé, comprenez que nous aurons seulement des élèves mal formés. Si les enseignants n'auront pas un salaire minimum à leur besoin, je sais que c'est regard veut dire quelque chose et tu voulais ajouter. Mais il faut lui laisser les temps de parler. Il y aura toujours des conséquences néfastes dans la vie de l'enseignement congolais. Parce que... Mais il y a également les répercussions du côté des enfants aussi. Les enfants sont devenus oisifs. En même temps, il y a les raisonnements qui en subissent le coup aussi. C'est ça. Donc les enfants, ce sont des innocents qui sont en train maintenant de subir les conséquences des autorités. Parce que comme je l'ai dit, si on avait préparé bien la gratuité de l'enseignement en RDC, les choses peut-être auront marché autrement. Donc si les parents décident aujourd'hui d'envoyer tous leurs enfants dans des écoles privées, alors ces enseignants-là qui se retrouvent dans des écoles publiques ils vont perdre, ils seront dans la rue. Aïe, aïe, aïe. Comme je l'ai dit, aujourd'hui d'abord, les écoles qu'on a désactivées, ces enseignants sont dans la rue. Les élèves ne savent où aller étudier. Madame, vous allez me dire quoi? C'est un sérieux problème. Lorsque vous prenez l'initiative de désactiver les écoles qui existent, pendant que vous-même, l'État, vous n'avez même pas des écoles ici, comment ces enseignants-là, parce qu'il y a même une loi qui régit ce secteur-là. Et la loi là dit que lorsque, par exemple, vous désactivez l'école, il faut prendre et les enseignants de ces écoles et les élèves, vous les envoyez dans d'autres établissements. Mais dans les cas sous examen, les enseignants dont on a désactivé les écoles, les élèves dont les écoles sont désactivées, sont où? Est-ce que les ministres avaient pris soin de les envoyer dans d'autres écoles? C'est ça le problème. Parce que ni les élèves, ni ces enseignants se trouvent dans les écoles que les ministres les ont envoyés. Ils sont maintenant laissés dans la belle étoile. C'est ce que nous déplorons. Parce que le ministre, avant de prendre toute initiative, avant de prendre tout ce qu'il est en train de faire là, il aurait dû commencer par prendre d'abord les mesures qui devraient aller soulager ses enseignants, soulager ses élèves. Et pourtant, le ministre a dit, c'est hier qu'il a dit, que ces enfants-là sont poussés par des gens derrière pour dire allez-y, allez, descendez dans la rue. Mais bon, il y a une autre question. Excusez madame, les enfants sont poussés. Nous allons chuter alors. Le ministre peut avoir raison de dire ça, mais la réalité, c'est montre autre chose. Sur terrain, tous effectivement. Nous vivons, tous nous voyons comment les choses se passent. Alors, il y a une autre question épineuse que l'on doit parler, c'est de l'efficacité de l'état des sièges. Il faut dire que hier, les rebelles ADF ont massacré des gens et c'est 18 personnes qui ont été tuées. C'est dans les territoires de Béni. Alors, l'état des sièges, on continue à proroger. Je suis en train de poser la question jusqu'où on va proroger cet état des sièges. Monsieur Jomaeli. Merci madame. Merci pour la question. Une question encore très pertinente. Une question qui touche la survie étatique.
une question qui touche nos compatriotes, une question qui touche la République démocratique du Congo. Déjà, au fait, ce qui est risible dans notre pays est que nous sommes très forts dans les terminologies, très forts dans la lexicologie, parce que vous et moi nous connaissons, récemment on nous a dit réserve d'échange, récemment on nous a dit les recettes ont augmenté, on nous a donné une litanie de chiffres et de nombres, ça m'a même bouleversé, des millions, tout Ces ça. côtés-là, ils sont forts. Voilà, ils sont forts. Je me demande si réellement si ces chiffres-là entrent dans les trésors publics, pourquoi avons-nous des grèves? Si et seulement si l'IGF, qu'on applaudit tant, que moi aussi j'ai aimé sa réactivation avec Missa Lingeti, pourquoi aujourd'hui on a tiré les gens de l'ONATRA là-bas? 8 mois, 9 mois payés. Donc, et la baisse des prix qu'on a promis aux gens. Madame, Il y a tellement madame, je vous dis, on est très fort dans la lexicologie ici. On va vous amener des concepts qui sont vraiment très bien élaborés. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité. Parce que je n'ai pas une personne dans cette lexicologie-là. La meilleure des choses pour clore le sujet, j'aimerais dire que il faudrait qu'on puisse resserrer les masses salariales. Qu'on resserre. Il y a trop les intervalles là-bas. Trop les intervalles. Si aujourd'hui, les gens qui prônent le patriotisme, les gens qui aiment le Congo, ils vont être pour cette initiative de resserrer ces masses salariales. Parce que c'est inconcevable, madame. Très inconcevable. Et puis c'est inhumain qu'un ministre a 10 000 $, un enseignant a 350 000 francs. Lisez l'article 36. Une personne ou un citoyen doit bénéficier d'une rémunération qui est adéquate, qui doit le suffire à remplir le bout du mois. Et puis, il doit bénéficier des avantages qui sont sociaux ou sociaux, si vous voulez. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un vide entre la théorie et la pratique. Ce vide-là aujourd'hui pousse M. Tony Mwamba à dire que les élèves sont dehors. M. Tony Mwamba, vous êtes parents. Si c'était vos enfants... Ils ne sont pas ici en tout cas. Voilà. Vous comprenez que nous sommes dans... Je n'ai pas cette information, mais... Vous comprenez que nous sommes... Déjà, nous savons comment ça fonctionne dans ces pays. Dorénavant, à mon avis, il faudrait une loi qui dirait que toute personne qui entre au sein du gouvernement ou au sein des institutions, sa famille et ses enfants doivent résider ici. De deux, on ne doit pas commencer à évacuer ceux qui sont malades à l'extérieur du pays. Parce que lorsqu'on est en train de l'évacuer, ça montre qu'ils partent prendre des soins qui sont appropriés. Il faudrait qu'ils soient ici pour voir combien ils ont de tous les pays. Si on évacue une autorité à l'extérieur du pays, on est en train de lui pousser à détruire encore les pays. Il faudrait qu'il puisse être ici. Pour voir, ben, je n'ai pas construit des hôpitaux, je n'ai rien fait dans mon pays et je mérite la mort. D'accord, revenons alors je reviens à l'efficacité de l'état de siège. Madame, originellement, la sécurité, c'est une mission qui serait régalienne de l'État. Originellement, l'État est né par la sécurité. Dans la conception contractuelle de l'État, peut-être je l'avais dit au début ici, il y a une portion des personnes qui sont en train de gérer, une autre portion des personnes qui sont restées pour subir la conséquence de la gestion des autres personnes. Et la première des choses qu'ils doivent subir comme conséquence, c'est la sécurité. Parce qu'avant que l'État puisse naître, nous étions dans ce qu'on appelle l'état des natures, où il y avait les plus forts qui étaient en train de régner, où il n'y avait rien. Mais lorsqu'il y a la sécurité. L'efficacité de l'état de siège, madame, il y a deux éléments primordiaux que je vais citer. Le premier élément se rattache aux finances. Le deuxième élément se rattache soit à l'anthropologie, soit à la spiritualité. Parce que nous sommes bantous. Je vais commencer à l'élément qui serait financier. Madame, dites-moi un peu. Un militaire qui est mal motivé, je me base un peu là, qui est très mal motivé. Donc c'est le même problème, le même cas avec les Voudrez-vous que ces enseignants. militaires-là
puissent bien faire le travail. Je pense non. Les généraux ne partent pas au front. Les colonels et les majors ne partent pas au front. Non, mais il faut dire aussi qu'ils ont eu à refouler les assaillants rwandais aussi. Madame, ça, aujourd'hui, les grands problèmes, c'est quoi? Remotivons nos militaires. Monsieur Félix Tshisekedi, demandez au ministre de la Défense, au ministre du Budget, au ministre des Finances, qu'on vous montre les barèmes salariales du militaire. C'est lui qu'on appelle la Lingala Likili. Bala qui se sera combien? Qu'on vous montre. Comme ça, vous saurez d'où vient l'insécurité. Donc, pour que nous arrivions à parler de l'efficacité de l'état des sièges, on doit s'occuper des militaires. On doit s'occuper des militaires, les remotiver physiquement, moralement. Madame, je vous dis une chose. Et puis s'il vous plaît, un militaire qui est mal motivé, il serait le premier agent de l'insécurité lui-même, avant que les Rwandais ou les Ougandais puissent être. D'accord, merci beaucoup. Merci. L'aspect anthropo-spirituel, c'est cet aspect aussi qui me pousse, parce que nous sommes bantous. Tout au long des frontières, tout ça, il y a ce qu'on appelle le pouvoir coutumier, les chefs coutumiers. Il faudrait faire... Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Madame, vous voyez, lorsque l'homme blanc est venu ici, il a trouvé qui? La terre, qui a légué la terre aux hommes blancs? Les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, ils ont un très grand pouvoir sur cette terre. Il faudrait que les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense fassent appel aux vrais chefs coutumiers qui sont à l'est du pays. Parce que les chefs pour mettre fin à cette guerre. Madame, je vous dis, même le pouvoir, le pouvoir a une conception qui serait spirituelle. D'accord, merci beaucoup, Joe. Monsieur Doudou Menga. Okay. Merci, Joe. Merci. Oui, merci, madame. Par rapport à l'état des sièges, parmi les gens qui étaient tout à fait d'accord avec cet aspect des choses, moi j'étais là. Parce que le président de la République apprenait l'initiative de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Est. Tous, nous étions tout à fait d'accord parce qu'il avait respecté même la procédure. Là, je vois directement les articles 85 et 144 de la Constitution qui lui donnent même ces pouvoirs-là. Alors, par rapport à la prolongation, c'est ça le problème qui se pose maintenant. Oui. Parce que si on va aller de prorogation à prorogation, cela veut dire qu'on n'est pas bien préparé. Moi, je demanderais peut-être à l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est de leur pouvoir, de faire tout pour qu'il y ait une loi mettant fin à cet état de siège, pour qu'on parvienne d'abord à se préparer, parce qu'on ne peut pas aller main vide pour aller combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi, il faut d'abord être à mesure de l'affronter, avoir une force. Mais lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte que nos forces armées ont un problème très difficile. En dehors de ce que mon ami Joe Maïli a cité concernant les financements, moi je dirais qu'on doit aussi avoir le patriotisme, avoir l'amour du pays. Parce mais il y en a. Non. Si, sans argent. Non, mais quand même. Pour votre information, il y a même des intrus dans cette armée. Il y a des gens qui vous font voir qu'ils aiment le pays. Rapidement. Pendant que ce sont les premiers ennemis de ces pays. Voilà pourquoi je dis, d'abord ces militaires-là devraient avoir l'amour du pays. Dans les politiciens ont vendu les pays, les militaires également ont vendu les pays. Bon, d'accord, ok. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour du pays. Non seulement l'amour du pays, mais il faut avoir une solidarité. Merci. Parce que quand on est solidaire, on peut aussi avoir l'amour du pays. Mais si on n'est pas solidaire, on n'est pas patriote, là vous comprenez qu'on va aller toujours de guerre à guerre, de prorogation de l'état de siège à prorogation. D'accord, merci beaucoup. Et pour arriver à une solution nette, moi j'aimerais à ce que les chefs de l'État qui avaient bien proclamé cet état de siège avaient raison de le faire, mais moi je trouve que c'était par précipitation parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Que le Sénat et l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, prennent une loi mettant fin à cet état de siège pour qu'on se prépare à conséquence. D'accord, merci beaucoup Monsieur Ododo Menga. Merci également à Joe Maïli d'avoir répondu à cette invitation de Pourriez-vous m'accorder une seconde pour passer une information? Pas du tout, nous sommes à la fin. Bon, ben allez-y quand même. Hein. Je suis en train de dire à la population congolaise que notre parti AVER a déjà amorcé
un processus de consultation avec les différents sports politiques, parce que nous savons qu'il y a un malentendu, un quiproquo autour des élections. Nous avons proposé un avant-projet qui statue sur le mandat, la temporalité du mandat du président de la République, et cette loi, elle est très pertinente, elle est reçue de tout le monde. Bientôt là, les chefs de l'État seraient en possession de cette loi. Je veux que l'opinion tant nationale qu'internationale, j'aime pas parler. Quand je parle de l'international, je vois les diasporas qui puissent consommer, lire cette loi, parce qu'elle sera très efficace. C'est une loi que moi j'appelle héréditaire. C'est un héritage que nous sommes en train de léguer à la population, à l'État congolais en tout cas. Merci au réalisateur qui nous accorde 2 minutes pour le mot de la fin. En tout cas, je commence avec M. Domenga. Merci pour le mot de la fin. Je commencerai d'abord par saluer les vrais patriotes, Moïse Katumbi, qui a pris le courage d'adresser une correspondance au chef de l'État, lui faisant voir... sacré a franchi la ligne. Oui, tous nous sommes d'accord. Nous voulons qu'il parte alors. Alors, je suis vraiment, si je l'ai dit ici, à l'introduction de ce sujet, que je suis le coordonnateur de la dynamique des jeunes patriotes katumbistes. D'accord. Donc, c'est un patriote qui a fait ce qu'il a fait là, adresser une correspondance au chef de l'État, lui faisant état de ce qui se passe au niveau des animateurs de la CENI qu'on a atterrinés. Va-t-il partir, oui ou non? Nous ne faisons pas partie de ce qu'on a désigné là-bas. Non, de l'Union sacrée. Oui, à l'Union sacrée, nous sommes partis jusque-là. Mais lorsque, voilà, nous disons ceci, il faut que l'opinion nous comprenne. Nous, à l'Assemblée pour la République, nous prenons les valeurs républicaines. Depuis la création de notre parti politique, le président était clair pour dire que nous soutenons les bons. Les mal, nous ne soutiendrons à aucun jour. Nous sommes toujours derrière la population qui souffre. Si la population souffre, nous n'allons pas applaudir. Voilà pourquoi même la question des rames, comment nous disons, nous sommes tout à fait opposés avec tout ce qui se passe par rapport à la situation des rames. Parce que la population qui souffre tant, on vient encore les charger de tout ce qui se passe par rapport à RAM. D'accord. Et je lance un appel par rapport à tous ceux qui veulent venir à notre dynamique des jeunes patriotes katumbistes. Nous sommes à Massina, juste à l'Apocalypse. Chaque jeudi, nous sommes là et les dimanches, nous avons des réunions. Si vous voulez nous avoir prière de passer à l'Apocalypse, vous aurez toutes nos correspondances et on sera toujours à contact. Vous préparez déjà des élections, c'est une bonne chose. Je t'accorde. Donc je serai dans cette ligne de conduite, mais j'aimerais seulement dire à Maître qu'il faudrait qu'il puisse encore nous repositionner parce qu'on voit le Premier ministre, M. Samalou Konde, qui est au sein du gouvernement. Nous voyons les ministres des Affaires étrangères, le Tundu là, qui provient de l'ensemble. C'est un mot de la fin. Donc on doit redéfinir les choses. Les mots de la fin, je suis en train de dire, je rentre dans l'authenticité pour vous dire Ingeta, toutes les personnes qui comptent sur nous, à toutes nos bases qui sont en train de nous soutenir, particulièrement de ma campagne Trois-Vallées, Allée Verte et à tous les combattants de la veille. Et particulièrement mon président Papa Djamani, je n'oublie pas les grandes bases à Mongafoula là-bas, Kojolo, Mongafoula et Nikin. Donc votre soutien me va droit à cœur et pour ne pas oublier, le Congo en général, nous vous aimons. Ça c'est la nouvelle classe politique qui ne vient pas pour quémander les postes, mais pour léguer un héritage aux Congolais. Le jour que nous serons dans notre siège de vieillesse pour dire à nos enfants, aux générations qui vont nous succéder, que nous étions au pouvoir, nous avons fait ça. Nous n'allons pas léguer des immeubles comme des champignons. Merci. Merci beaucoup. Nous avons été enchantés de vous recevoir sur ces plateaux, vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et j'ai dit un grand merci à Patrick Mwamba, qui est notre réalisateur et qui était derrière cette caméra. Et cette émission a été réalisée sur la coordination de Bienheureux Bondeli. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.